Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur France 3 Limousin pour votre émission Dimanche en politique, une émission consacrée aujourd'hui à la 30e semaine de la presse à l'école. Comment faire le tri dans toute cette info? On en parle juste après le générique. La télé, la presse écrite, la radio, les médias en ligne, les réseaux sociaux, jamais le monde n'a été autant abreuvé d'informations qu'aujourd'hui. Dans ce contexte, nous allons nous demander comment les jeunes s'informent en 2019. Quelle éducation aux médias leur est proposée en classe? Sont-ils suffisamment avertis face aux fake news, aux infox? À l'occasion de la 30e semaine de la presse à l'école, nous allons nous demander comment faire le tri dans toute cette info. Pour cela, je reçois plusieurs invités. Héloïse Gombert, bonjour. Bonjour. Vous avez 18 ans, vous êtes lycéenne à Limoges et rédactrice en chef de Des Limousins, le journal de votre établissement, le lycée Limousin. Et vous nous direz comment vous travaillez et si ce travail a influencé votre rapport à l'information. Pascal Ratineau, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef du Populaire du Centre, le principal journal de la presse quotidienne régionale. Vous nous direz comment vous travaillez, vous aussi, et comment a évolué notre métier. Je me joindrai à vous pour cette partie-là. D'ailleurs, Noël Lorcerie, bonjour. Bonjour. Vous êtes déléguée académique pour l'éducation aux médias et à l'information. Vous nous expliquerez quelles actions sont menées dans les établissements du Limousin. Et Sandrine Caram, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de production pour Canal Sup, c'est la web TV de l'Université de Limoges, et vous nous expliquerez tout ce qu'on y apprend. Et puis, c'est la semaine de la presse à l'école, ici aussi, à France 3, Limousin. Et nous accueillons dans notre studio la classe de CE2 de l'école Jean Giraudoux du Palais-sur-Vienne, puisque nous enregistrons cette émission le vendredi après-midi. Bienvenue à eux. Alors, on va commencer cette émission avec quelques chiffres plutôt encourageants pour la profession qui est la nôtre, Pascal Ratineau. Des chiffres issus d'une étude du Conseil national d'évaluation du système scolaire qui a été réalisée sur 16 000 élèves de 3e et terminale. Alors, on va voir quelques chiffres. 68% des terminales déclarent s'informer régulièrement sur l'actualité en France. Plus des 2/3 des élèves de 3e ont confiance dans la télévision, dans la radio et dans les journaux papier. Et seulement un quart des élèves font confiance aux réseaux sociaux. 27% en terminale, 24% en 3e. La première question, elle va être pour vous, Héloïse Gombert. C'est la presse à l'école. Vous avez 18 ans, vous êtes en terminale. Ma première question, c'est comment vous vous informez? Alors moi, je pense que je m'informe principalement par la télé. C'est rare que le poste de télévision soit éteint chez moi. Le soir, il y a toujours un journal télévisé où on apprend tout ce qui se passe dans le monde. Après, je pense que les réseaux sociaux, effectivement, on peut s'informer, mais c'est plus rare que je m'informe sur les réseaux sociaux, étant donné que je fais peu confiance aux réseaux sociaux, étant donné qu'il y a beaucoup de choses fausses qui circulent. Et sinon, c'est par les connaissances, le matin, devant le lycée. Ah, t'as entendu dire que c'est principalement grâce à ça, et parfois grâce à mes professeurs aussi. On va se faire peut-être un peu mal. Héloïse, est-ce que vous regardez France 3? Est-ce que vous lisez le Populaire du Centre? Alors, je suis désolée, je ne lis pas le Populaire du Centre. C'est très rare que je lise des journaux de presse écrite. France 3 Limousin, oui, ça m'arrive, étant donné que mes parents regardent. Voilà, donc c'est plus la génération de vos parents. Oui. Vous travaillez dans le journal du lycée, vous êtes rédactrice en chef, directrice de publication même, oui. D'ailleurs. C'est important de le souligner. C'est un travail qui a été récompensé l'année dernière par un prix, le festival Expresso. Vous, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer là-dedans? Avec mes co-rédactrices en chef, Marie et Célestine, on s'est principalement lancé dans le travail de rédactrice en chef, étant donné qu'on était déjà dans le journal, Marie et moi depuis 1 an et Célestine depuis 3 ans. Et puis on a voulu devenir rédactrice en chef parce qu'on nous l'a proposé, parce qu'on a pu penser toutes les 3 que c'était très enrichissant personnellement, que c'était une belle leçon de vie et qu'on avait envie de continuer à faire vivre ce journal. Alors Pascal Ratineau, est-ce que les jeunes vous lisent ou pas? Est-ce que vous le savez ça? C'est difficile de l'évaluer. C'est toujours très difficile, mais depuis de nombreuses décennies, on sait pertinemment, et d'ailleurs ça avait été l'objet il y a une tranche d'âge, ça avait été l'objet d'une publicité de la plus grande radio des années 80, on peut la citer, c'était Énergie, qui existe toujours. La radio des jeunes. La radio des 18-34 ans. C'est ça. C'est pas un hasard. Ouais. Avant 18 ans, on s'informe avec les outils d'information que vos parents vous lèguent. Donc le journal à la maison, la télévision évidemment, le poste de radio. Et après 34 ans, parce qu'on s'installe dans la vie, parce qu'on généralement on est marié, on a des enfants, et on a besoin de retisser du lien social, parce que on met ses enfants au football, ou à la danse. Voilà. Puis on a un travail. Un travail, et on renoue avec notamment la presse papier.
Après, vous êtes sur les réseaux sociaux, nous aussi d'ailleurs, et c'est là où les jeunes vous lisent le plus quand ils vous lisent, je suppose. Oui, bien sûr. Alors ça, par contre, on peut le mesurer aujourd'hui à travers notre site internet, à travers les réseaux sociaux. On a capté une population beaucoup plus jeune. Alors, peut-être pas les 17-18 ans, mais ceux qui sont dans la tranche 25-35 sont effectivement assez importants, oui. Alors, Noël Lorcerie, vous êtes délégué académique pour l'éducation aux médias et à l'information. C'est notre thème. Des actions se sont déroulées durant toute cette semaine dans l'ensemble du Limousin. Le rôle de la structure dont vous vous occupez, c'est quoi exactement? C'est de proposer justement des actions dans ce sens? Alors, ma mission, c'est effectivement d'impulser, de coordonner des actions autour de l'éducation aux médias et à l'information. Donc, on fait de l'éducation aux médias et à l'information quotidiennement dans le cadre des cours. C'est surtout développé d'ailleurs au niveau des centres de documentation et d'information avec les professeurs documentalistes. CDI. Les CDI. Et je crois que c'est important de le souligner et c'est important effectivement de mesurer tout le travail qui est fait dans ce domaine-là. Alors, il y a, pardon, excusez-moi, je continue. Il y a effectivement cette éducation aux médias, à l'information journalière, on va dire, dans le cadre des cours, mais également dans le cadre d'actions qui sont propulsées par le CLEMI, c'est le Centre de liaison d'éducation aux médias d'information, qui est un service de Canopé. Et Canopé, c'est le centre d'accompagnement national aux outils pédagogiques et éducatifs. Et c'est avec ces structures-là, cet organigramme-là, que sont propulsées les actions que tout le monde connaît, dont la semaine de la presse des médias dans l'école. Et on parle de primaire, on parle de secondaire, de Tout collège. Tout à fait, parce que la SPME, permettez-moi d'utiliser ce sigle-là pour faire un raccourci, est proposée aux écoles, aux collèges et aux lycées. Et ce sont les enseignants qui s'en chargent et les chargés de la CLEMI, c'est ça? Ce sont les enseignants. Il faut vous dire que toutes ces actions existent grâce aux professeurs qui sont volontaires pour s'inscrire à ces campagnes, à ces concours, parce qu'il n'y a pas que la SPME qui est diffusée, propulsée par le CLEMI, il y en a bien d'autres, donc Médiatix, on y reviendra peut-être un petit peu plus tard. Oui. Et effectivement, grâce aux élèves qui veulent bien aussi jouer le jeu, entre guillemets, parce que dans le cadre de cette SPME, il y a plein d'activités justement qui se déroulent au niveau du CDI, dans les cours, etc. Les enseignants en profitent pour compulser et faire travailler les élèves sur la masse de journaux qui nous arrivent dans les établissements gratuitement. Des abonnements numériques sont offerts et c'est une manne justement pour l'ensemble des personnels pour faire travailler les élèves dans ce domaine-là. Sandrine Karam, vous poursuivez en quelque sorte ce travail d'éducation aux médias puisque vous êtes à l'université. La Web TV qui s'appelle Canal Sup, c'est une des premières du genre en France ? Oui, c'est une des premières du genre en France au niveau donc médias universitaires. Et surtout, on a propulsé autre chose, c'est-à-dire un labo vidéo, donc un Media Lab qu'on est en train de porter. On parlait d'expérimentation, d'expérience. Donc nous, le festival Expresso, on a participé, on est partenaire. On essaye de faire le lien entre les lycéens et puis l'université. Et comment, tout simplement, notre Web TV travaille avec des étudiants. Donc, c'est des étudiants qui sont en job étudiant chez nous. On en voit un exemple en ce moment-là. On forme, voilà, on forme les étudiants à l'audiovisuel. Et depuis 2 ans, donc, dans un espace tiers-lieu, on a fait un lieu d'expérience et on fait des formes d'hackathon. Alors, Living Lab, c'est un peu des mots un peu barbares, mais qui veut dire que c'est... des journées d'expérience. Donc, on a participé cette semaine avec des lycéens de Saint-Thirier, justement, à une expérience sur une journée. Ces lycéens ont l'option cinéma. Et nous, on les a encadrés à faire un tourné-monté sur la journée. Donc, c'est assez sympa. Donc, quelque part, l'équipe professionnelle de Canal Sup forme des étudiants. Et ces étudiants forment des lycéens. Alors, il y a une espèce de retour d'expérience, de transmission qui est assez sympa. Et voilà, et donc, on essaye de continuer ça. Alors, tous les étudiants peuvent venir à la Web TV de l'université. Comment ça se passe? Il y a une sélection? Il faut être volontaire? Alors, pour les jobs étudiants, oui. On en prend 5 à l'année, c'est les jobs étudiants. Après, on prend des services civiques, donc 3 services civiques. Donc là, c'est 24 heures par semaine. Donc, c'est vraiment un investissement, un engagement, en fait. Mais ça permet ou une année de césure ou de pouvoir poursuivre après dans les formations audiovisuelles. Parce qu'il faut savoir qu'en Limousin, il n'y a pas énormément de formations aux médias. Non, voilà, on peut dire
dire qu'il n'y en a même pas. Ouais. Donc, quelque part, on compense. Au niveau de l'université, il y a une seule formation MMI sur le multimédia. Et voilà, il n'y a qu'une seule classe. Donc, quelque part, les étudiants qui ont envie de faire du journalisme, ils passent par nous. Ils se font la main, quoi. Ils se font la main. On a plus... moi, ça fait 12 ans que je suis dans la Web TV. On a à peu près 60 étudiants qui sont maintenant dans le monde professionnel. Donc, quelque part, c'est sympa. C'est aussi un tremplin. Donc, voilà, il y a ceux qui sont en job étudiant. Puis, il y a les bénévoles, on va dire, qui veulent faire des vidéos. Donc, dans le cadre d'un labo vidéo, ils arrivent, ils disent, voilà, moi, j'ai envie de faire une vidéo sur mon événement de mon association, par exemple. Ou là, j'ai envie de faire un CV vidéo, tout simplement. Et on les encadre. On les accompagne, on ne fait pas à leur place, donc on les accompagne à ça. Héloïse Gombert, vous êtes passée de l'autre côté, parce que maintenant vous écrivez dans le journal des Limousins. Est-ce que ça a changé votre regard sur la presse, justement, de vous y mettre vous-même ? Je ne sais pas si ça a vraiment changé mon regard sur la presse. Je pense que ce qui a le plus changé mon regard sur la presse, c'est le côté très administratif, la préparation des réunions, le choix des thèmes des journaux qui vont sortir. Écrire, je suis rentrée dans le journal parce que j'écrivais des poèmes de base, et donc du coup c'était pour les publier. Mais c'est vrai que c'est pas vraiment l'écriture qui m'a changé cette vision-là. C'est beaucoup plus le fait de devenir directrice de publication et rédactrice en chef. Et est-ce que ça a ouvert vos horizons d'écrire pour un journal, de vous intéresser à des thèmes que vous n'auriez peut-être pas abordés par ailleurs ? Oui, je pense qu'on en apprend beaucoup. J'ai une de mes rédactrices du journal qui nous a parlé des différents présidents qu'il y a eu et qu'il y a actuellement en Afrique. Et c'est vrai que c'est un sujet auquel je ne me serais jamais intéressée et qui finalement, quand j'ai relu l'article, m'a beaucoup intéressée. Alors, Pascal Ratignolle, on va en profiter pour faire un petit peu de pédagogie dans cette émission, puisqu'on fait de la presse à l'école. Donc, je vais vous dire qu'à France 3 Limousin, il y a 120 personnes qui travaillent ici, des techniciens, des administratifs, des responsables d'antenne, 55 journalistes à la rédaction, pour vous proposer des journaux à midi, pour vous proposer cette émission, des journaux le soir, tous les jours de l'année, mais aussi des programmes qui sont diffusés sur France 3 et sur la nouvelle chaîne qui s'appelle Noah. Pascal Ratignolle, vous, au Populaire du Centre, vous êtes force de frappe aussi. Vous êtes combien ? Comment est-ce que vous travaillez ? Alors nous sommes 85 au total. La rédaction, c'est 42 personnes, 40 au siège à Limoges, et ensuite des journalistes en agence à Bellac et à Saint-Junien, et un réseau de correspondants qui tissent à peu près toutes les communes. Oui, là-dessus vous êtes imbattable, il faut bien le dire. Sur l'hyper-proximité, je crois qu'on est imbattable. Il faut rappeler ce que c'est. Les correspondants ne sont pas des salariés du journal. Non, expliquez-nous ce que c'est. C'est des gens qui donnent de leur temps contre un défraiement, mais c'est vraiment du défraiement, et qui sont là un peu, sont nos yeux et nos bras pour écrire sur les petites communes du département. Et effectivement, on se fait un devoir d'avoir un correspondant quasiment dans chaque canton, et qui couvre l'ensemble du canton, ou parfois dans chaque commune, et qui nous fait remonter les informations, alors qui en écrit, mais qui nous fait aussi remonter un certain nombre d'informations qu'il considère être du domaine du journalisme. D'accord. Alors, toute la semaine, des actions ont eu lieu dans les établissements scolaires du Limousin. En Creuse, par exemple, une centaine de collégiens et de lycéens venus de 7 établissements se sont retrouvés au lycée Pierre-Bourdan à Guéret pour participer au Défi Blog 2019 et ainsi découvrir l'univers du journalisme et des médias. C'est un reportage de Lola Baudin-Adriaco et Christelle Nicolas. Et vous écoutez les infos ou... Oui, les infos. Et c'est-à-dire à quelle heure vous écoutez les infos ? 19h. C'est une rencontre inédite pour ces lycéens et collégiens de Creuse. Le temps d'une journée, ils ont l'occasion de discuter avec des journalistes de la région qu'ils ne côtoient pas forcément au quotidien. L'intérêt, c'est de rencontrer des lycéens qui ne sont pas forcément nos auditeurs, clairement, à France Bleu. Mais moi, ça m'intéresse de savoir quelle image ils ont de nous et ce qu'ils pensent d'un média qu'ils ne connaissent pas forcément. Qui sont peut-être même jamais amenés à connaître, puisque c'est pas... La radio, c'est un truc qui marche plus beaucoup dans leur génération à eux. Si plus d'un élève sur 2 déclare s'informer sur l'actualité, c'est la source d'information qui varie. Selon le Conseil national d'évaluation du système scolaire, les élèves s'informent d'abord par le biais de leur entourage, ensuite à travers les réseaux sociaux et enfin par la télévision. Et toi, tu t'informes comment quand tu décides de le faire ? Avec les gens autour de moi et juste les bruits qui courent. Pour les choses précises, je vais me renseigner, mais sinon, j'attends juste que les choses viennent vers moi. T'écoutes, toi, la radio ? Ça m'arrive, oui. Mais je regarde plus les informations, je suis plus sur les réseaux sociaux. Titres aguicheurs, images truquées, les sources d'informations sur Internet ne sont pas toujours vérifiées. Donc ça veut dire que n'importe quelle image peut nous tromper si on n'y fait pas un peu attention aussi.
D'accord ? Des fois, on peut y mettre des doubles sens. Tout au long de la journée et à travers divers ateliers, les élèves apprennent à déceler les pièges de la désinformation. On voit que tous nos élèves sont sans arrêt sur les réseaux sociaux notamment. Il faut leur donner les clés pour accéder à l'information de la manière la plus critique possible, on va dire. Malheureusement, ce n'est pas toujours très étudié, on va dire, en cours classiques. Ces élèves creusois sont donc chanceux. L'éducation aux médias a beau être obligatoire, elle n'est enseignée que dans la moitié des collèges et lycées français. Alors Noël Lorcerie, cette éducation aux médias, elle est obligatoire depuis peu de temps, depuis quelques années ? Ah oui, depuis 2013, l'éducation aux médias et à l'information est inscrite dans la loi de la refondation de l'école. Donc dans le parcours citoyen, c'est ça ? Pas que dans le parcours citoyen. Vous savez, comme je l'ai dit précédemment, l'EMI est enseigné dans le cadre des cours traditionnels. Tous les enseignants, vous savez, ont suivi des formations sur l'utilisation des outils informatiques, audiovisuels, etc. Ils ont reçu des formations sur, justement, la transmission des informations, d'où vient l'information, etc. Il y a tout un panel de formations qui est proposé aux enseignants dans le cadre d'un plan académique de formation, dans le cadre de formation de proximité. Mais est-ce que tous les élèves y ont accès aujourd'hui ? Parce que d'après cette étude, la nationale, il y en a 1 sur 2 qui n'y aurait pas forcément accès systématiquement. Non, je ne suis pas d'accord. Vous savez, les collectivités territoriales ont fait énormément d'efforts pour équiper les établissements scolaires. Que ce soit les écoles, les collèges, les lycées, il y a force d'équipement dans les établissements scolaires. Même pour prendre des exemples, sur le département de la Corrèze, il y a eu cette campagne de distribution de tablettes. Donc, chaque élève a été destinataire d'une tablette. Mais ça, j'ai envie de vous dire, c'est l'outil. L'éducation aux médias, c'est autre chose. Oui, mais pour faire de l'éducation aux médias, il faut des outils. Donc là, effectivement, les établissements sont outillés, on va dire, et les enseignants sont au fait, parce que grâce à cette formation, ça n'est pas je vais dire, une éducation nouvelle. C'est une éducation qui commence à être ancienne et on est dans l'ère du numérique. Il ne faut pas l'oublier et que l'éducation nationale doit viser l'excellence et je crois que tous nos enseignants sont au fait du maniement de ces outils et de l'éducation aux médias, plus particulièrement dans le cadre, je vous l'accorde, effectivement, de l'enseignement moral et civique, dans le cadre de dispositifs d'action transversale qui s'inscrivent dans les parcours citoyens, d'éducation artistique et culturelle, dans le cadre des enseignements pratiques interdisciplinaires au niveau des collèges, et puis lors des actions qui sont déployées comme cela sur le territoire national. Comme cette semaine de la presse à l'école. Exactement, par exemple. En faisant venir des intervenants extérieurs, etc. Et il y en a plein d'ailleurs qui sont allés dans les classes, au populaire. À France 3 aussi, on a des gens qui sont allés dans des collèges, dans des écoles. Les fake news, c'est l'un des thèmes de cette 30e semaine de la presse à l'école. Sandrine Karam, vous, les étudiants que vous formez, est-ce que le fait de comprendre et d'utiliser les outils numériques, ça les aide aussi à développer un esprit critique, notamment par rapport à ça ? Nous, la base, c'est ça. C'est-à-dire que pour comprendre la fake news, la première chose... Nous, ce qu'on se dit, c'est de savoir comment ça marche. Si on ne sait pas qu'on peut trafiquer les images, qu'on peut dire ce qu'on veut derrière, pour nous, ça nous semble indispensable. Donc, on a fait un projet, d'ailleurs, avec une association Alice et des collégiens et des lycéens qui travaillaient avec nous et une association étudiante qui travaille aussi dans nos locaux. C'est justement d'essayer de faire un reportage et puis de le monter de plein de façons différentes. Donc, du coup, on est sur l'expérimentation. Quand il y a l'expérimentation, ils retiennent que, ah bah oui, alors d'accord, le même reportage, on peut dire ça. Et nous, ça nous semble plus... il y a plus d'impact que quand on leur propose, on leur fait un diaporama. Voilà. Nous, on est plutôt dans l'expérimentation. Vous allez voir comment on peut, avec cette image, proposer des choses complètement opposées. Pascal Ratino, c'est terrible, le fléau des fake news. On voit que même certains politiques s'en emparent aujourd'hui, en France, mais aussi aux États-Unis. On franchit un cap, là, vraiment, c'est quelque chose de dangereux. C'est les réseaux sociaux qui ont permis ça. J'écris sur Twitter ou Facebook ou autre, donc je suis, et finalement tout le monde peut être média aujourd'hui. Oui. Le problème, c'est que
l'utilisation d'un média, ça répond à un certain nombre de choses, à une déontologie des journalistes, hein, vous la connaissez, Oui. à la nécessité de recouper les informations, de vérifier toute information. Et on est responsable de ce qu'on publie. On ne peut pas être un apprenti sorcier sur ces choses-là. Alors évidemment, tout ça est fait à dessein par certains. Vous citiez Donald Trump qui... Je n'ai pas cité, mais vous l'avez compris tout seul. La fake new, ça vient de lui. C'est lui qui dit c'est une fake news. Et qui, cette semaine, disait « Je tweete parce que il ne donne pas des bonnes informations. Et là, c'est toute la nuance. La bonne information, ça veut dire quoi, la bonne information? Il y a une information, il n'y a pas une bonne information. Au fond, l'éducation aux médias, c'est un outil de plus. Mais j'ai envie de dire que ça s'intègre complètement dans l'éducation générale. Parce que pour traquer la fake news, si elle est historique, eh bien, il faut connaître l'histoire de France et du monde. Si elle est géographique ou géopolitique, de la même manière, il faut savoir où se trouve le pays, par qui il a été dirigé. Enfin, il y a une histoire politique aussi à connaître. C'est un outil de plus, un peu plus ciblé directement sur les médias. Et quand une info paraît incroyable, étonnante, choquante, il faut toujours douter, il faut toujours vérifier. On va en profiter pour rappeler quelques sites de vérification d'infos. Il y a Le Vrai du Faux sur France Info, il y a les décodeurs qui dépendent du journal Le Monde, Désintox pour Libération, factcheckeu.info, c'est un site européen qui vient d'être lancé de fact-checking, ou encore Tinaille où on peut vérifier les images. C'est un moteur de recherche d'images inversées. Si vous avez un doute sur une image, ça s'est beaucoup vu lors du mouvement des Gilets jaunes, où il y a eu une sorte d'intox aussi parfois sur les mobilisations. Héloïse Gombert, les fake news, vous vous en méfiez? Vous y êtes sensibilisée ou pas? Sensibilisée, oui, au lycée. Je pense que je suis dans la génération, on a été sensibilisé à ça, parce qu'on fait partie de la génération qui a grandi avec Internet. On a été dans les premiers à grandir avec les réseaux sociaux. Donc je pense qu'on a été assez sensibilisés. Après, c'est des choses dont je me méfie parce qu'on me l'a appris aussi dans mon éducation, hein, par mes parents. Oui. Mais c'est vrai que quand je vois dans mon entourage au lycée, c'est quelque chose dont je pense on ne se méfie pas assez. Noël Lorsery, ça a été un thème cette semaine justement des actions, les fake news. Comment est-ce qu'on peut travailler ce thème-là en étant éducateur dans les établissements? Comment ça se passe? Bien, déjà, le thème de la SPME, si je puis me permettre, c'était l'information sans frontières. Donc, effectivement, les fake news circulent au niveau d'un territoire, plus ou moins grand. Et il y a des sensibilisations, justement, aux fake news. Les enseignants reçoivent, pour ceux qui le souhaitent, des formations sur les fake news, comment les détecter, comment les déjouer, et après, c'est à eux de sensibiliser justement les élèves dans le cadre de leurs cours traditionnels ou au travers des actions. Je crois que c'est un phénomène, par contre, là, qui est nouveau, parce que avant, il y a 10 ou 20 ans, on ne parlait absolument pas de désinformation, de fake news, parce que il est plus facile de contrôler les versions papier que les versions numériques, qui maintenant, effectivement, les informations circulent très rapidement, se multiplient, et les parents, pour le contrôle de ce que font les enfants, est difficile. Donc, il y a des outils, des ressources qui sont proposées pour les parents. Et le Clémy en propose un, d'ailleurs, c'est la famille tout écran. Vous l'avez avec vous, vous pouvez le montrer. Voilà, je le montre. C'est un outil. Parce que c'est un outil qui peut être très utile pour les parents. Parce qu'on oublie aussi un acteur essentiel, ce sont les parents. C'est la famille, oui. Voilà, c'est la famille. Et je crois que c'est important de le souligner. Il nous reste très peu de temps. On n'en a peut-être pas conscience, mais on a vraiment vécu un bouleversement. L'arrivée d'Internet, c'est quasiment de l'ordre de l'invention de l'imprimerie. Ça a tout changé. Pascal Ratino, ça a changé notre façon de travailler aussi. Ça s'arrête jamais maintenant, l'info. Je le dis régulièrement dans des interventions. On est en train de vivre dans les médias ce que l'on a vécu au Moyen-Âge avec l'arrivée de Gutenberg. Oui, c'est ça. C'est clair. C'est un bouleversement structurel qui ne s'arrêtera pas. C'est évident. Oui, ça a changé nos façons. Alors nous, en ce qui concerne la presse écrite, on était un média qui donnait de l'information à J+1. Oui. Aujourd'hui, on donne de l'information à H+1 parce qu'on est sur Internet. Aujourd'hui, notre site Internet, c'est plus d'1 million de pages vues par semaine. Donc on a démultiplié notre audience, mais ça nous a amené à, évidemment, travailler autrement dans les organisations. Également dans la façon dont il faut que l'on vérifie et recoupe notre info. Faire attention de ne pas donner comme cela une information que l'on vient de recevoir sans avoir
pris le temps de la vérifier. Ouais. Parce que justement, nous aussi, nous serions fabricateurs de fake news Oui. ou Où on les de relayerait. désinformation, comme on disait il y a 30 ans. Parce qu'il Ouais. y a 30 ans aussi, la désinformation existait, c'était le terme que l'on employait. Souvenez-vous de Timisoara et du Charnier. Oui. J'ai une dernière question pour vous, Héloïse. Est-ce que ça pourrait vous donner envie de vous lancer vraiment dans la presse, de devenir journaliste, cette expérience à des Limousins? Alors, je me suis beaucoup posé la question. Je vous la surtout repose. depuis cette année. C'est pas un problème. Donc, moi, mon but, c'est de travailler dans la psychologie, de faire de la recherche. Mais effectivement, je pense que, étant littéraire, si la psychologie ne me plaît pas, j'essaierai d'aller en école de journalisme, je pense. Dernière question pour vous, Sandrine Karam. Il ne nous laisse pas beaucoup de temps. Internet, ça a vraiment tout bouleversé. Et pour vous, c'est une richesse. Et c'est quelque chose qui va enrichir votre travail au sein de la Web TV de l'université? Oui, puis du coup, nous, on veut développer, c'est ce que je disais, on développe la vidéo, mais après, il faudra développer dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'Internet, on pourra développer dans le Media Lab. Qu'est-ce qu'un média? Donc, on veut donner la possibilité aux étudiants plus tard de la radio. On travaille avec des associations étudiantes, qui sont les associations aussi qui sont PFM, par exemple, ou les tontons cadreurs qui font eux-mêmes leurs propres ressources. Mais c'est surtout la vidéo ou un contenu, c'est leur apprendre à qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc, la scénarisation et tout ça, et les réseaux sociaux, ça a un énorme impact, puisque de toute manière, nous, en Web TV, c'est normal, quoi. On était déjà sur le web. Voilà. Toujours se poser des questions, toujours développer son esprit critique. Avant de nous quitter, pour ceux qui nous regardent et qui se posent la question, tiens, quel support je peux proposer à mes enfants, qu'ils soient en primaire, qu'ils soient au collège, au lycée? Il y a une grande diversité de titres. On va en voir quelques exemples en presse, en télé, sur Internet. On peut citer Le Petit Quotidien, par exemple, Astrapi, Arte Junior aussi, qui propose d'excellents programmes, France Info Junior, et puis bien d'autres, des pure players sur Internet. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous d'avoir participé. Vous pouvez la revoir sur notre site internet. Tout de suite, c'est le Flash Info avec Jérôme Pipro. Puis dimanche, Champ Politique continue à Paris avec Francis Letellier qui reçoit Renaud Muselier, le président LR de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. La semaine prochaine, un autre thème. On parlera des conséquences du Brexit en Limousin. Très bon dimanche à tous.